Aujourd'hui, nous allons parler des Sonnantes, une monnaie complémentaire lancée en mai 2015 à Nantes. Sonnante est une monnaie hybride, c'est-à-dire elle combine deux modèles que nous avons déjà étudiés. C'est une monnaie de crédit pour les entreprises, d'une part, mais aussi une monnaie locale ouverte à tous les habitants du territoire. Et maintenant, nous allons voir ensemble ce que ça donne en pratique lorsqu'on croise les deux modèles. Pour en parler, j'ai avec moi Jean-François Pilet, qui est directeur du Crédit municipal de Nantes. Le Crédit municipal de Nantes étant un des organismes fondateurs de Sonnante, qui assure aujourd'hui le pilotage du projet. Alors Jean-François Pilet, expliquez-nous d'abord d'où est venue l'initiative de lancer une monnaie complémentaire à Nantes. Eh ben, bonjour à vous tout d'abord. Eh ben, écoutez, au départ, l'idée est née finalement de deux acteurs qui se rencontrent. Le premier, c'est la ville de Nantes, qui a dans ses politiques publiques depuis très longtemps un agenda 21 et qui voulait le renouveler et avoir de nouvelles idées. Et puis de l'autre côté, le Crédit municipal de Nantes, donc que je représente, qui est une banque et qui a donc besoin, comme toutes les banques, d'innover et de renouveler ses services. Et voilà à peu près comment ces deux acteurs se sont rencontrés. Côté de la ville de Nantes, on a vraiment une volonté d'accompagner les transitions vers la ville durable. Alors c'est très vrai au niveau des transports, des modes de vie, des systèmes de production et les circuits courts. Et puis il y a aussi clairement la notion de transition numérique qui est importante pour la ville de Nantes, et on le verra tout à l'heure, Sonnante est une monnaie exclusivement numérique. Pour les particuliers, pour les entreprises, tout le monde utilise une carte de paiement, un smartphone, un ordinateur pour effectuer les transactions. Et donc le côté numérique était aussi très intéressant pour le Crédit municipal de Nantes. Donc finalement, ça s'est retrouvé au carrefour de beaucoup d'attentes de politique publique. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots. Il faut rajouter également que de notre côté, Crédit municipal de Nantes, on est pleinement intégré dans l'économie sociale et solidaire. On a notamment porté beaucoup d'innovations par le passé, notamment sur le microcrédit. Donc il y avait une vraie logique pour notre côté à investir dans une monnaie complémentaire, sachant que cette logique était aussi un investissement, puisque nous sommes partis dans une logique de financement par la création d'une société dédiée pour gérer le bon fonctionnement de l'infrastructure des monnaies électroniques, enfin de la monnaie électronique qu'on a essayé de créer. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Et puis pour bien vous expliquer comment on est parti, il faut aussi que je vous explique qu'on a eu un financement européen pour financer ce projet, qui était un élément important. Mais surtout, ce qui compte quand on lance un projet, c'est d'avoir le soutien des acteurs économiques locaux. Et donc on avait autour de nous la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les membres fondateurs de la monnaie locale, c'est-à-dire la ville de Nantes, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat et la Chambre de l'économie sociale et solidaire, qui constituent un des collèges. On a ensuite trois autres collèges autour de nous, le collège des réseaux, notamment des réseaux d'entreprises, et puis ensuite les adhérents professionnels et les adhérents particuliers. Et c'est cette association qui regroupe ces quatre collèges qui gouverne le projet et qui a, par exemple, qui valide la charte un peu constitutive de Sonnante et qui aujourd'hui tient la corde pour et les clés de la destinée de Sonnante pour le futur. D'accord. Et d'où est venue alors l'idée d'hybrider des modèles de monnaie? En fait, ça vient des consultations qu'on a organisées en amont de la création du projet. L'idée de départ pour Sonnante était de n'avoir qu'un système de crédit interentreprise. Ce que vous avez dû déjà voir à d'autres occasions dans votre explication, c'est-à-dire uniquement le système de crédit interentreprise tel que peut le faire le Sardex ou d'autres monnaies locales, ou d'autres systèmes qui ont été lancés. Nous, on a invité des entreprises et des particuliers, des collectivités locales à participer aux ateliers. Et en fait, il y a eu quelque chose de très net qui est ressorti des discussions, c'est que dans un système de crédit interentreprise, les salariés des entreprises peuvent finalement avoir de la monnaie locale et échanger avec. Et ce qui est apparu comme une attente très très forte des particuliers, c'est que ça puisse être élargi à tout le monde. C'est-à-dire que si on est un étudiant, un chômeur ou un retraité, on serait exclu de Sonnante.
alors que tout le monde voulait participer au changement de son territoire et de notre territoire. Donc à partir du moment où, comme je vous l'ai expliqué, c'était aussi un portage avec la ville de Nantes très à l'initiative de ce dispositif, il y avait un enjeu politique fort que tous les citoyens soient concernés, et donc on a opté pour le modèle hybride en conséquence de cette attente du public. Et alors, deux ans après le lancement, combien d'utilisateurs compte aujourd'hui Sonante et quel est le territoire concerné par cette monnaie? Alors, le territoire concerné par la monnaie, c'est celui de la Loire-Atlantique, donc du département. Ça, c'est vraiment le positionnement assez théorique. Dans la pratique aujourd'hui, on concentre plutôt nos utilisateurs sur le territoire de la ville de Nantes et Nantes Métropole, c'est-à-dire autour des communes qui sont autour de l'agglomération. Au niveau du nombre d'adhérents en juin 2017, on est à peu près à 1450 particuliers adhérents et 181 entreprises. Entreprises professionnelles, on va dire, ce sera plus large, il y a des entreprises, il y a des associations, il y a des réseaux, il y a beaucoup de professionnels qui sont adhérents à la monnaie avec nous. Et quelle est la masse monétaire en circulation ? Alors, la masse monétaire en circulation, ce n'est pas un indicateur très pertinent dans notre cas, puisqu'en fait, à partir du moment où il y a à la fois des particuliers qui vont convertir de la monnaie locale, c'est une première entrée, puis avec le système de crédit interentreprise, on peut échanger. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des conversions faites par les particuliers d'euros en sonnante, donc 1 euro, une sonnante, il n'y a pas de système fondant de notre côté, on est vraiment sur cette parité stricte, on a 110 000 euros qui ont été convertis en sonnante depuis le lancement. Et donc, comme le système ne prévoit pas de sortie des sonnantes en euros, les sonnantes restent en circulation. Pour les entreprises, une sonnante offre la possibilité d'avoir des lignes de crédit finalement supplémentaires, c'est l'alternative au crédit classique. Et donc, ce qu'on mesure dans ce cas-là, c'est plutôt le volume des échanges total réalisés en sonnante. Et depuis le lancement, on est aujourd'hui un équivalent de 250 000 sonnantes, 250 000 euros, donc 250 000 sonnantes qui ont été échangées. Aujourd'hui, on considère que c'est un montant relativement limité, mais on a une croissance assez nette sur les 12 derniers mois. On était à quelques milliers de sonnantes par mois au démarrage, et en 2017, on est autour de 18 à 20 000 sonnantes échangées par mois en moyenne, avec des creux et des pics. Creux généralement en été où l'activité est un peu moins forte, par exemple. On va attendre les résultats de ces derniers mois, mais globalement, dans la phase d'expérimentation, on constate aujourd'hui qu'on a vraiment une accélération des échanges en monnaie locale. C'est encourageant, parce qu'on sait que Sonante, et comme toutes les monnaies locales, sont des systèmes très innovants et qu'on est en rupture avec les usages et les représentations que chacun peut se faire de ce que c'est qu'une monnaie ou de la création monétaire. Et quels sont alors les effets de l'hybridation ? Est-ce que ça marche ? C'est assez étonnant et même contre-intuitif par rapport à ce qu'on s'était dit au départ. Aujourd'hui, ce sont surtout les conversions que les particuliers opèrent d'euros en sonnante qui alimentent et qui génèrent des échanges en sonnante. C'est-à-dire que cette appropriation-là a été plus rapide finalement que la fonction classique du barter, c'est-à-dire d'entreprises qui se mettent en découvert. Et ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas une monnaie pour les professionnels, pas du tout. C'est-à-dire que les professionnels finalement attendent d'avoir des sonnantes sur leur compte pour les dépenser. Ce qui veut dire que leur adhésion à la monnaie locale n'est pas liée à un besoin de trésorerie, mais à autre chose. Alors qu'au départ, on était là pour répondre à un besoin économique et on s'aperçoit que la démarche des entreprises est plus citoyenne finalement dans l'esprit, c'est-à-dire un engagement vers du développement durable, qu'un réel besoin de financement aujourd'hui. Alors comment expliquez-vous ce résultat ? Alors ce résultat, il est assez étonnant. On a beaucoup donc regardé ça. Nous, on pense qu'il y a vraiment une grosse variation par rapport au cycle économique. C'est-à-dire que quand on est juste après la crise financière 2008-2009, le besoin de financement de l'économie est très fort. Effectivement, mais dans le cas d'aujourd'hui, il n'y a pas de vraie difficulté pour les entreprises françaises, en tout cas, à accéder à des lignes de crédit bancaire. L'année 2016 a été marquée en France par un record, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de prêts délivrés aux entreprises en France.
Alors, c'est pas forcément le cas dans tous les secteurs d'activité. Il peut y avoir on va dire, creux dans le dispositif ou trous dans la raquette, mais globalement, c'est la tendance globale. Et la politique d'expansion monétaire de la Banque centrale européenne y est certainement pour quelque chose aussi. Et c'est pour ça aussi que notre situation, il ne faut pas la comparer avec tous les pays où les petites entreprises sont souvent très très mal servies par le circuit bancaire. Je pense au Sardex, qui est le contre-exemple de ce que je suis en train de dire, par exemple en Sardaigne et donc sur cette île italienne. Mais en France, on a, nous, en Nantes, en tout cas, un accès au crédit qui pose pas trop de soucis pour les entreprises. Et le crédit interentreprise classique qui, lui, est alimenté par des délais de paiement qui sont très très longs entre les acteurs économiques, de la collectivité vers l'entreprise, par exemple, ou les entreprises entre elles. On n'est pas du tout dans ce contexte non plus, qui est une autre caractéristique du contexte italien, pour rester sur le Sardex avec lequel on a pas mal échangé. Donc pour le moment, la conjoncture, elle peut changer, mais le besoin du crédit mutuel, il n'est pas encore du crédit interentreprise, il n'est pas très très fort dans le contexte économique d'aujourd'hui. Et que savez-vous des utilisateurs de Sonante aujourd'hui, à la fois les particuliers et les entreprises? Alors ça, c'est tout l'avantage d'une monnaie numérique, c'est qu'on les connaît très bien, puisque quand ils s'inscrivent, ils remplissent leurs fiches. Donc globalement, on a 35% des adhérents qui ont moins de 35 ans, 75% qui ont moins de 45 ans. On a donc vraiment une caractéristique forte d'une attractivité pour les jeunes générations et qui du coup en creux nous dit qu'il faut qu'on travaille un peu sur les générations un peu plus âgées pour lesquelles Sonante est sans doute un peu plus en rupture dans leurs usages que pour les plus jeunes. Pour les professionnels, on va retrouver globalement 3 grands pôles d'activité. On a tous les métiers de l'alimentation, très en lien avec la consommation des particuliers vers les professionnels, c'est-à-dire la restauration, les cafés, mais aussi là on est plutôt dans les échanges B2B, les filières en amont, les fournisseurs de tout cet univers alimentaire avec les revendeurs de vins locaux par exemple. On a aussi le marché d'intérêt national sur Nantes, où il y a une centaine d'entreprises qui utilisent Sonante pour payer des prestataires, etc. Donc ça c'est vraiment le premier pôle, l'alimentation et tout ce qui suit. Le deuxième c'est les artisans, l'artisanat qui opère sur le marché local et qui sont donc très sensibles aux arguments économiques véhiculés par un projet de monnaie locale, et puis aussi qui ont des attentes de moyens de paiement électroniques. Et du coup, l'infrastructure de Sonante leur permet de recevoir un paiement en direct à peu de frais au pied du camion, donc ça c'est intéressant pour eux. Et puis enfin, le troisième pôle, c'est celui des services. Donc là, c'est tous les services qui sont communs à tous les secteurs d'activité. Donc on va retrouver des experts comptables, des sociétés de communication, des organisateurs d'événements, etc. En fait, ces acteurs-là nous permettent de boucler un petit peu la boucle parce qu'ils sont communs à tous les prestataires et à toutes les entreprises qui travaillent. Donc on a de la monnaie au final qui circule entre les particuliers et les professionnels, puis entre professionnels et les entreprises elles-mêmes. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la plupart des adhérents aujourd'hui viennent pour conforter leur engagement en termes de développement durable et vers les circuits courts. Et toujours du côté des entreprises, est-ce que Sonante est ouvert à toutes les entreprises ou bien est-ce que vous posez des conditions à l'entrée? Alors il y a vraiment 2 philosophies en la matière dans les monnaies locales. Une qu'on rencontre assez fréquemment, c'est celle de dire on a une charte d'entrée très stricte avec des critères et on prend les entreprises vertueuses. Ça veut dire globalement, en résumé, on va dire à une entreprise, nous ne sommes pas du même monde, donc vous ne pouvez pas adhérer à la monnaie locale. De notre côté, on n'est pas parti sur ce type de critères, on est parti sur plutôt la logique de faire venir dans notre monde, c'est-à-dire viens dans mon monde, les entreprises. Donc c'est notamment le point, nous, le critère le plus fort, c'est que la monnaie, les Sonantes ne sont pas reconvertibles pour les entreprises, que dans des conditions très particulières qu'on est en train de mettre en place pour quelques problèmes techniques, mais globalement, la seule obligation, c'est d'utiliser la monnaie locale. Ce qui veut dire qu'on va être amené, on va prendre l'exemple de la grande distribution qui est le grand classique, une grande surface qui voudra adhérer devrait trouver des fournisseurs locaux, donc aucun problème pour qu'elle rentre. On a quand même une charte, mais qui est dans des principes très 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 larges et qui correspond globalement à tout le monde. En pratique, pour se dire les choses quand même jusqu'au bout, on n'a pas de grande surface qui adhère au réseau Sonante aujourd'hui. Certaines commencent à le regarder, mais ce qui est souvent un bloquant aussi quand même qu'il faut bien avoir en tête, c'est le côté technique, c'est-à-dire que il faut intégrer dans son système d'information une monnaie locale et rajouter un moyen de paiement. Plus l'entreprise est grosse, plus la difficulté est forte dans le système d'information, donc il y a aussi des complications techniques.
Et comment travaillez-vous au quotidien pour développer le réseau des particuliers et le réseau des entreprises? Eh ben, écoutez, on va répondre en deux temps. Le premier, c'est que notre première cible est ceux qui sont déjà engagés dans des démarches de développement durable, que ce soit des particuliers ou des professionnels, et ceux-là, on voit qu'on les touche. L'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est d'élargir cette conquête pour aller vers des entreprises qui sont moins et donc qui sont moins engagées là-dessus. Et donc la clé de tout ça, c'est de répondre à un besoin réel. Comme on l'a vu tout à l'heure, écoutez, pour le moment, le barter ne semble pas correspondre à un besoin sur notre territoire. Ce qu'on s'aperçoit par contre, c'est que la logique de label, c'est-à-dire qu'on s'approprie sa monnaie, on utilise cette monnaie locale comme un label pour exprimer un peu son attachement à un territoire, à un engagement pour développer les circuits courts, est un message qui passe bien. Donc nous, on pense qu'on va continuer à développer notre logique de cercle, puisque on est dans la même logique que toutes les monnaies locales. On essaye de développer des circuits, on part de nos adhérents, on regarde avec qui ils travaillent, on va les voir en leur nom et on essaye de développer comme ça petit à petit les réseaux et les circuits. Donc on est dans cette logique-là avec certainement un appui plus fort dans le futur sur cette logique un peu de label, de marqueur, plutôt que de crédit interentreprise qui semble un peu moins prendre dans le contexte conjoncturel du moment. Et pour finir, dites-nous quels sont les principaux obstacles dans votre travail pour développer Sonante? Mais je vais me limiter à deux points forts, je pense. Le premier, c'est le cadre réglementaire, c'est-à-dire qu'on est dans un cadre réglementaire très très contraint pour les monnaies locales. Donc par exemple, une régie publique, des collectivités ne peuvent pas participer pleinement au réseau. Alors, ce qui est une aberration pour ce Nantes, où c'est la ville de Nantes qui a impulsé, mais on peut intégrer des services en délégation quand l'acteur est, par exemple, le réseau des transports nantais est géré par une société d'économie mixte qui est considérée comme une société privée dans le droit fiscal, donc elle peut accepter la monnaie locale, c'est ce qu'elle fait. Par contre, à côté, la piscine qui est en régie municipale ne peut pas le faire sans une demande de dérogation. Ça, c'est pour l'acceptation, mais en tout cas, en aucun moment, la collectivité pourra l'utiliser comme moyen de paiement. Donc, on résout pas du tout le problème, on n'a pas de circuit, et donc dans ce contexte réglementaire très très strict, notamment pour les collectivités locales, c'est un vrai frein parce que l'acteur de la ville de Nantes qui devrait pousser ne peut pas le faire techniquement, et donc ça c'est vraiment un problème. Je pense qu'il faut qu'on pousse toute monnaie locale vers les évolutions de la législation. Donc ça c'est le premier point, et le deuxième point, moi qui me paraît en résumé très important, c'est le manque de connaissances, tout simplement, autour des monnaies locales. Manque de connaissances, ça veut dire aussi avant de faire confiance à un nouveau système de paiement, on prend beaucoup de temps pour regarder. Donc il faut des gens extrêmement motivés, mais les initiatives telles que ce MOOC là qu'on est en train de réaliser ensemble et auxquelles vous contribuez sont assez primordiales en fait pour faire adhérer les particuliers, les professionnels demain aux monnaies locales. On a besoin de se faire connaître, donc il faut diffuser cette culture. Ça me paraît un frein beaucoup plus important qu'on l'imagine, puisqu'il est psychologique, et on est sur des choses très fondamentales. Le rapport à la monnaie était quelque chose d'essentiel. Il suffit de lire quelques penseurs sur le sujet. C'est un sujet central. Et voilà, merci.